Salut, je m'appelle Sandor, j'ai 23 ans, je suis directeur de l'entreprise Unibrick qui est une entreprise spécialisée dans les ateliers d'animation et l'événementiel avec des briques Lego et aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne du Disrupteur de Franck Maes. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Bonjour Sandor, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va, par qu'il fait un petit peu frisqué, Il fait un peu frisqué. On va faire une bonne interview. Écoute, je t'ai découvert avec l'émission Lego Master. Avec mon fils qui est vraiment assez fan de Lego. D'ailleurs, je lui ai dit que j'interviewais aujourd'hui un des participants de Lego Master. Il m'a dit « Oh la chance, c'est trop bien » et tout. Tu vois, voilà. Après quelques recherches sur Internet, j'ai découvert ta société qui est Unibrick. Oui, tout à fait. Donc déjà, je trouve que le concept est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce concept-là et surtout comment tu as eu l'idée de créer ce type de société? Je vais te renverser, je vais faire qu'est-ce qu'elle propose, comme ça amènera vers pourquoi j'ai eu cette idée-là. Unibrick, c'est une société où je fais pas mal de création d'ateliers et d'événementiels. Enfin, c'est atelier événementiel, grosso modo. Et donc, ça s'adresse à un public soit d'enfants. Donc, à ce moment-là, j'interviens dans des centres de jeunesse, dans des MJC, auprès des enfants. Ou alors, je m'adresse aussi à un public d'adultes, de travailleurs, pour animer des séminaires en entreprise. Donc, c'est tout ce qui est journée de team building, cohésion, etc. Et en fait, là, le but, c'est d'utiliser la pièce, donc la brique de Lego, à des fins de travail. Et je mets des guillemets sur le mot travail parce que le but, c'est d'apprendre, entre guillemets, de découvrir, de se questionner, etc., tout en s'amusant. Parce que le but, c'est pas non plus de se sentir vraiment comme sur un séminaire où on est en formation, vraiment avec quelqu'un qui nous explique des choses. Là, le but, c'est vraiment de redécouvrir un peu une façon parfois de se connaître quand j'anime un atelier, par exemple, avec une nouvelle équipe où les gens se connaissent pas. Il faut apprendre à se découvrir aux autres et la brique permet ça. Même si, comme ça, on pourrait juste penser que c'est un jeu. Donc voilà, je fais ces petites choses-là et puis à côté, l'événementiel, c'est d'animer soit des stands, soit des petites animations sur des événements type Japan Touch, des expos, ça peut être un festival, enfin ça dépend vraiment de ce qu'il y a. Et l'idée m'est venue tout simplement parce que depuis que je suis tout petit, je suis fan de Lego, je devais avoir 7 ans quand j'ai commencé. Et, ça ne m'a jamais quitté et j'ai très longtemps voulu travailler pour la marque en tant que designer. Sauf qu'il faut avoir des prérequis assez élevés, on va dire en design ou alors c'est de l'ingénierie entre guillemets. Et je suis pas du tout un ingénieur, vraiment pas. Et donc c'est ce qu'ils appellent Brickmaster, ça c'est vraiment les designers de chez Lego, ceux qui conçoivent les boîtes qui sortent dans le commerce. Ces gens-là ont un talent vraiment fou. Et ceux qui conçoivent par exemple, ils se disent, je sais pas, on va faire la Yoda, pour prendre l'exemple de Yoda. C'est eux qui disent comment ils vont faire le truc. Exactement. Okay, d'accord. Et ces mecs-là ont vraiment une créativité incroyable. Et quand j'étais en études sup, donc j'ai fait des études de commerce et j'ai eu la possibilité de faire des stages dans une start-up, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de monter ma boîte parce que j'avais fait d'autres stages en entreprise, vraiment en entreprise, et j'avais pas aimé le climat et la manière dont c'est dirigé, etc. Donc je suis un peu, on va dire, part de cette génération qui veut faire un peu bouger qui veut pas faire bouger, mais qui veut un petit peu évoluer dans la manière de diriger une entreprise, etc. Donc, je me suis dit, go se lancer. Okay. Voilà, après, les démarches, c'est parti. On va parler d'un gros débat qui anime beaucoup de questions. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui me posent cette question, ils me disent « Franck, tu es super créatif dans ce que tu fais, comment tu fais ?» Alors, est-ce qu'on est créatif ou est-ce qu'on devient créatif? Je pense que tu as et l'un et l'autre. Tu as des gens qui naissent créatifs. Les artistes, pour moi, naissent créatifs. Même si l'environnement dans lequel tu grandis fait que tu deviens de plus en plus créatif. Quelqu'un qui côtoie des artistes, quelqu'un qui côtoie des musiciens, quelqu'un qui lit beaucoup devient plus créatif. Mais je pense que tu nais avec une part de ça en toi. Après, il y a des gens qui vont partir de rien et parce qu'ils vont cravacher comme des oufs, deviennent créatifs, mais je pense que c'est entre guillemets une formation cérébrale du fait que tu as des idées qui vont fuser ou pas, et du coup voilà. Mais je pense que il y a quand même une part d'inné et il y a une part de développement.
Donc ça se travaille, tu penses que ça se travaille en lisant Ouais, ça se travaille, c'est ça, mais pas de manière, on va dire, primaire. Tu vois, ça se travaille parce que tu lis beaucoup, parce que tu vas faire des tableaux si tu es dans la peinture ou dans le dessin. Voilà. C'est en bossant toujours ça que tu finis par, comme un sportif qui finalement genre, augmente son niveau parce qu'il est toujours sur l'entraînement, quoi. Mais ça se travaille pas en, par exemple, j'en sais rien, apprenant à être créatif, quoi. Je pense que c'est une certaine forme de curiosité, c'est ce que tu veux dire Ouais, aussi ça doit tenir de là aussi, ouais. Ok. Tout à fait. Bah justement, comment tu fais toi pour stimuler ta créativité, autant en tant qu'entrepreneur, parce que ce qui est fort avec, c'est pour ça que moi je tenais à t'interviewer, c'est parce que je me suis dit, il est fan de Lego, il fait une société où à l'intérieur il utilise sa passion et en même temps il transmet sa passion. Donc toi, comment tu fais pour stimuler ta créativité en tant qu'entrepreneur, autant que dans la vie de tous les jours? Bah, dans la vie de tous les jours, par rapport au Lego, c'est assez simple, hein. YouTube, Internet te permettent de voir beaucoup de choses et donc d'imaginer comment toi tu pourrais les refaire, etc. À partir de là, tu stimules ta créativité. Qu'est-ce que tu tapes? Ça dépend sur quoi je travaille. Alors, en ce moment, je travaille beaucoup sur Harry Potter, donc je vais chercher des gens qui ont fait. Là, c'est bon. Là, si je mets ça dans l'interview, je fais voir à mon fils, c'est bon. Tu travailles sur Harry Potter, là, t'étais là. Et là, t'es passé là. Step up. Non, mais ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est à force de recherche, c'est à force de taper château Harry Potter sur Internet. Je pioche des idées, etc. Puis ça m'amène à réfléchir. Donc, et puis après, c'est juste en manipulant. Moi, je fais beaucoup partie de la team manipulée pour travailler. Et après, pour mon entreprise, ça vient du fait que tu cherches toujours à essayer de lancer des projets, trouver des idées pour développer ton truc. Donc, tu creuses un peu la tête au final. Et ça te permet d'imaginer soit des solutions, soit des débuts de solutions, soit carrément des trucs que tu feras jamais parce que bon, c'est pas une bonne idée, quoi. Mais le fait à chaque fois te remettre en question, ça fait que tu deviens de plus en plus créatif. Et d'en parler aussi, je pense, avec des gens. Ouais, d'échanger. Ouais. Moi, j'ai appris quelque chose en travaillant sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est la sérendipité, c'est le fait de remettre au hasard ce qui peut se passer dans ta vie. Donc, moi, j'ai appris, ça m'avait surpris, mais c'est vrai que je l'ai testé, ça fonctionne, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire juste de se balader dans la rue en n'utilisant ni son smartphone, pas d'écouter la télé, la musique, juste de regarder. Et il y avait d'ailleurs, alors je me souviens plus, je crois que, faut pas que je me trompe, sinon on va me chauffer dans les commentaires. Mais je sais qu'il y avait une sorte de technicien suisse, je me souviens plus de son nom, qui a découvert le velcro comme ça. Il se baladait dans la forêt avec son chien et il a vu les petites boules qui accrochaient. Il a regardé au microscope, il a créé le truc velcro. Et des années plus tard, il avait retrouvé ça sur des astronautes. Donc comme quoi, ça peut partir d'une simple balade, quoi. Mais c'est ça. Mais après, tu vois, tu parlais de musique. Moi, je sais que je suis hyper réceptif à la musique pour le coup et que la musique développe vachement de créativité. Donc, je travaille souvent en musique. Et ça, je pense qu'on a tous un facteur externe qui fait que tu vas mieux travailler et peut-être être plus créatif. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. La créativité est un assemblage de briques. D'ailleurs, j'en parle dans une autre interview, si vous voulez voir, où on parle d'innovation et de créativité. C'est l'interview avec Cyril de Souza Cardozo. Je vous invite à la regarder, elle est très intéressante, il est auteur sur le sujet. Donc la créativité, c'est un assemblage de briques. C'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont existantes et puis on les assemble et on arrive à créer quelque chose.
Pourquoi est-elle importante pour un entrepreneur? Parce que souvent on dit mais non, faut pas être créatif, non c'est trop, ça vous perturbe, faut rester dans les cases. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment il peut s'en servir, comment il peut se servir de la créativité pour son activité? Je pense qu'un auto-entrepreneur doit être créatif de nature. C'est-à-dire que si tu es, pour moi, si tu es auto-entrepreneur pour juste suivre. Entrepreneur tout court même. Ouais, oui, carrément. Si tu es entrepreneur tout court pour suivre une ligne qui est déjà toute tracée, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, parce qu'il y en a qui le font et qui vont très bien réussir, mais je trouve ça dommage parce que justement, tu as la possibilité de pouvoir faire quelque chose qui va sortir du cadre. Donc, tu as ce besoin-là d'être créatif. Au contraire, justement, la créativité a permis à certains, et des grands de ce monde, de développer des trucs de ouf. Donc, je trouverais ça bête de passer à côté de quelque chose comme ça et de pas justement laisser libre cours à ses idées. Et tant pis si tu te foires, je veux dire, je sais que je vais peut-être en faire crier plus d'un, mais on vit dans un monde où, surtout en France, l'échec est encore trop dévalorisé, alors que on s'en fout de se tromper. Je veux dire, tu te plantes, c'est pas grave, quoi. Mais il faut justement laisser parler ses idées et bon, voilà, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Tu auras perdu un peu de temps à la rigueur, mais tu auras appris de ça, quoi. Et la créativité, pour moi, c'est ça, c'est justement alors pas tout faire passer, parce qu'il y a des trucs, on sait que c'est débile, mais quand tu as une bonne idée, que tu penses que c'est une bonne idée, aller jusqu'au bout et l'étoffer à max pour que ça pète. Pourquoi est-ce que l'entrepreneur, pour moi, doit la stimuler? C'est parce qu'il doit toujours, entre guillemets, être remis en question, se remettre en question, parce que c'est comme ça que tu évolues, et c'est comme ça que tu grandis, etc. Mais c'est pas vraiment des entrepreneurs, mais moi je sais que je suis j'ai pas mal lu de choses sur Barack Obama, qui est pas, c'est un entrepreneur dans le sens où ce type-là part de pas grand-chose entre guillemets. Il n'est pas non plus parti de rien, mais il s'est toujours remis en question sur son boulot. Et il finit par devenir le premier président noir des États-Unis, donc l'achievement, il est énorme. Mais tu as des mecs comme Elon Musk, qui sont pour moi les vrais entrepreneurs du 21e siècle. Des gars qui, ils ont lancé un projet, ça a marché, ils en relancent un autre, ça a échoué, c'est pas grave, j'en relance un troisième, ça va peut-être moyen marcher, mais j'en relance un quatrième, et puis le quatrième, il explose. Donc voilà, le gars lâche pas ses idées, il les mène jusqu'au bout, il est suivi par des gens qui ont confiance. Et parce que le gars, se remet toujours en question et ne s'arrête pas à un échec. Et c'est pour ça que tu dois travailler ta créativité, c'est parce que ça te permet de toujours avoir des idées. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure l'importance de l'échec. Juste pour une anecdote, si on prend un autre grand entrepreneur qui a changé la donne sur le marché des aspirateurs, c'est Dyson. Et il avait échoué 5126 fois, moi je sais que ce chiffre m'avait marqué, avant de sortir le 5127e prototype qui fonctionnait. Donc c'est toujours étonnant quand on demande aux gens combien de fois vous êtes prêts à échouer, ils disent 10, 20, mais non, ça se compte peut-être en centaines. Donc c'est intéressant. Thomas Edison, quand il trouve l'ampoule, il a trouvé, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est genre proche des 9999 fois. Et la phrase, elle est dingue. Lui, il dit, c'est pas que j'ai échoué 9999 fois, j'ai trouvé 9999 moyens de ne pas fabriquer une ampoule. Et cette phrase-là, pour moi, elle fait tout sens dans la manière dont tu perçois l'échec et la réussite. Et lui, il n'y a pas d'échec, c'est juste un moyen. T'apprends plus dans l'échec que dans la réussite, alors? Ah carrément. Parce que le truc, c'est que quand tu réussis, c'est bien. Mais est-ce que tu es capable, est-ce que tu as trouvé, entre guillemets, une formule pour réussir? Non, c'est juste, entre guillemets, oui, mais tu es peut-être arrivé à un moment où les planètes se sont alignées, quoi, grosso modo. Alors que dans l'échec, tu analyses ce qui ne va pas. Donc, tu augmentes tes probabilités de réussir la fois d'après. Un gars qui réussit du premier coup, s'il veut relancer un business et qui se plante, il ne saura pas pourquoi il s'est planté. Parce qu'il va essayer de copier son premier business et ça ne va pas forcément marcher. Alors qu'un mec qui s'est trompé 2-3 fois, mais qui ne s'est pas planté de beaucoup, il sait ce qui n'a pas marché la première fois, ce qui n'a pas marché la seconde, ce qui n'a pas marché la troisième, la quatrième. S'il prend bien en compte tout ça, qu'il s'est bien posé les bonnes questions, ça va marcher mieux que le gars qui aura réussi la première fois. C'est mon point de vue, évidemment, mais pour moi, je pense qu'il faut toujours se servir de l'échec en fait, pour repartir derrière. Tous les jours, tu travailles avec des briques qui viennent de la marque Lego. Tout à fait. Et en travaillant le sujet, moi, c'est vrai que j'ai été étonné, je ne pensais pas qu'il y avait une telle communauté autant de la marque, mais c'est vraiment une communauté de fidèles, quoi. Ils sont fans, quoi. Il y a du monde. Ouais. Et
Dont tu fais partie d'ailleurs, puisque Tout à fait. forcément, puisque tu travailles avec cette marque-là. Donc, selon toi, comment ils ont réussi à fédérer cette communauté, même plus cette communauté de fans? C'est intéressant et je pense que c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer facilement, mais je dirais Lego, ça existe depuis un moment. Et Quelle année ça? Enfin, ça commence vraiment l'émergence de Lego, c'est les années 60, 70 plutôt, où ça commence vraiment à bien rentrer et à être connu partout. Et donc c'est la génération de mes parents, enfin voilà. Et donc ils ont tablé, je pense qu'ils ont tout de suite tablé sur le long terme, parce que ils ont pensé à un jeu qui allait être multigénérationnel. Donc les parents allaient le transmettre à leurs enfants ou au moins à leurs neveux et nièces. Bon voilà, il y allait avoir une transmission. Et je pense que les enfants qui sont nés un peu dans les années autour de la mienne, donc entre 90 et 2000, ils ont grandi avec les Lego, que ce soit les leurs ou que ce soit ceux que les parents leur ont donnés. Et je pense que ça a été tellement fort qu'il y en a qui n'ont pas coupé, on va dire, le cordon avec la marque. Donc, ils vont le transmettre à leur tour aussi. Et qui, s'ils ont eu des petits frères, en ont parlé aux petits frères, en ont montré aux petits frères, qui ont montré peut-être aux petites sœurs, qui ont montré aux copains, aux copines, etc. Et en fait, ça a juste fait le tour. Et derrière, Lego, ils sont capables de satisfaire énormément. Ils sortent sur des gammes comme Star Wars, Harry Potter. Ils vont toucher un public qui est peut-être fan de la licence, et qui du coup va acheter un produit dérivé, tomber dans cette sorte... marmite. Ouais, c'est ça, c'est vraiment tomber dans une marmite, c'est tomber dans une presque addiction. Enfin, moi je sais que j'en suis à un point où j'aime bien, tu vois, il y a des fois je me dis, ouais, je vais acheter un set juste parce que j'aime ce côté à monter un set, alors que j'aime aussi créer mes propres trucs, mais monter un set, il y a ce côté très satisfaisant. C'est quoi un set? Un set, c'est la boîte que commercialise Lego. Nous, on appelle ça un set. Et tu as ce côté hyper satisfaisant où tu te poses chez toi, plaid, petit thé, tu te mets une série et tu montes ton truc, et là tu es heureux. Ça, pour moi, c'est une soirée type, tu vois. C'est vraiment le truc, t'as fait une journée de merde, c'est pas grave, tu montes ton truc. Et là-dessus, ils fédèrent, et puis après, ils fédèrent parce que c'est une marque où ils sont hyper intelligents dans leur branding, dans la manière aussi de te récompenser sur les rewards d'achat. Tu vois, tu as programme de fidélité VIP, il a l'air tout bête, mais tu as des récompenses et puis tu as toujours un petit cadeau offert à partir d'un certain montant d'achat. Ça paraît un trappe-couillon, entre guillemets, hein, mais le nombre de gens, et même moi j'en fais partie, hein, et je m'en cache pas, tu vois, mais on te dit tu peux avoir un petit set pour 55 € d'achat. Bah, tu fais 55 € d'achat parce que tu as envie de l'avoir, le petit set. Donc à partir de là, ils sont rois, tu vois. Donc non, ça m'étonne pas qu'ils aient réussi à fédérer. Et puis bêtement, ça fait 3 ans qu'ils ont sorti une gamme qui est adulte friendly, qui s'appelle Adult Welcome. Et c'est juste pour rechoper tous les parents qui ont joué quand ils étaient petits, leur offrir des sets qui sont graphiquement et visuellement super beaux. Tu peux donner un exemple, par exemple? Ouais, tu as les bonsaïs qui sont sortis il y a 2 ans. Je l'ai vu, Ouais, j'ai failli c'est l'acheter. un très beau set. Ouais. Là, qu'est-ce qui est le Titanic. La Stan Smith, j'ai vu une Stan Smith. La Stan Smith. Tu vas avoir tout ce qui est l'ISS, pour ceux qui aiment l'espace. Il y a eu un piano qui est sorti. Enfin, il y a un bouquet de fleurs. C'est très art déco. Mais ça, je veux dire, même si t'es pas fan de Lego, il y a un petit côté sympa à mettre dans un salon, tu vois. Et ils ont tablé là-dessus, et ça marche, mais de dingue. Eux sont hyper créatifs, hyper entreprenants dans leur manière de penser les nouvelles gammes, etc. Et c'est rare que Lego se trompe. Je dis ça, mais la dernière gamme qui est sortie a floppé totalement. C'était quoi? Vidéo. Ça consistait en quoi? C'était une gamme qui jouait un peu sur le côté pièces et informatisé, numérique, où il y avait des trucs un peu, tu sais, pour faire du TikTok. Voilà. Bon, ça, c'était, entre guillemets, de mon point de vue, je vois l'échec parce que... En fait, ils ont lié technologie et la brique, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ça peut marcher, il y a un réel marché, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont sorti 2 gammes un peu comme ça. Ça n'a pas très bien marché, mais ça va venir, j'en suis sûr. Et le jour où vraiment ils vont trouver la solution, là, ça va exploser. Tu me racontais tout à l'heure en off, alors que ça vient d'un... Est-ce que tu peux me dire le menuisier que ça avait brûlé et tout ça? Et puis alors après, dans l'histoire de Lego aussi, c'est là où tu vois que c'est des mecs qui lâchent pas l'affaire et qui
qui se réinvente tout le temps. Le fondateur de Lego qui s'appelle Ole Kirk Christiansen. Bah, c'est pas facile à dire. Non, aussi. c'est pas facile à dire. Et ce type-là était menuisier à la base. Il fabriquait des meubles. Et puis, il a eu des enfants. Il a eu l'idée de fabriquer des jouets en bois. Ça a marché. Sauf que son atelier a brûlé une fois. Donc, il a refait un atelier. Et ses enfants ont joué avec des allumettes dans l'atelier. L'atelier a brûlé une seconde fois. Et le mec n'a pas baissé les bras. Et il a entendu parler dans le même temps de jouets en plastique. Donc, il a investi tout ce qui lui restait dans une machine de moulage de pièces. Ça a fonctionné. Ensuite, il y a eu la crise économique. Il est passé au travers de la crise économique en essayant de vendre au maximum ses jouets, en se serrant la ceinture, etc. La crise économique est passée et c'était la crise dans les années 80, un truc comme ça. Et oui, si, 80, c'était peut-être même un peu avant. Mais il avait déjà commencé à bien produire, hein, puisque voilà. Et puis derrière, bon, il avait transmis entre guillemets à ses enfants. Enfin, bon, voilà, il y avait eu tout le processus, c'était parti. C'est toujours une entreprise familiale aujourd'hui? Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, même s'il y a eu un passage où c'était plus quelqu'un de la famille, maintenant c'est quelqu'un de la famille. Et puis là, il n'y a pas longtemps, en 2012, avec la crise des subprimes, c'est pareil, ça a chuté complètement. Et puis ils se sont relancés derrière comme des dingues. Pareil, en 99, ils avaient eu un petit coup de mou et puis ils avaient lancé la gamme Star Wars qui a explosé les chiffres. Ça a été un gros coup de fouet. Ah ouais, la signature de Star Wars, ça les a propulsés à des années-lumière devant Playmobil et tous les concurrents Capla, etc., qui ont été relégués. Capla, oui, exact. Capla, c'est un concurrent. Ouais. Donc, c'est des mecs qui se sont toujours acharnés. C'est intéressant parce que même dans une grande marque comme ça, là, tu disais tout à l'heure l'échec, on a l'impression que Lego c'est là tout le temps et que ça restera tout le temps, mais ils ont quand même eu des hauts et Ah des ouais, bas. bien sûr. Mais après, voilà, ils ont toujours su trouver une solution. Là, quand il y a eu la crise financière la plus récente, c'est pareil, ils ont sorti d'autres gammes, ils ont essayé de se réinventer un peu, ils ont ressorti des gammes qui avaient marché. Et puis là, il n'y a pas longtemps, c'est pareil, il y a eu un petit flop 2016-2017 un peu compliqué. Ils ont sorti Harry Potter. Donc même en tant que leader, ils continuent à créer en fait. Ils ne restent pas figés, quoi, c'est ça? C'est ça. Après, Lego, c'est un leader un peu impérialiste. Hein. Il n'y a pas que des bons points chez Lego. Ils ont une politique qui est très dure aussi hein, avec les concurrents, qui est je t'écrase. Donc, t'existes pas. Est-ce qu'il y a une guerre Playmobil? Non, alors cette guerre-là, elle est seulement chez les fans. Ouais. Mais la guerre. C'est pas tout à fait le même type non. de jouet. Non, tout à fait. Par contre, Megablox et Le Pain, qui était une marque, alors une contrefaçon, disons-le, chinoise. Là-dessus, Lego rigole pas. Alors, avec Megablox, moins maintenant, parce qu'il y a eu des procès, etc. Et bon, ça a fait mauvaise presse dans les deux camps, donc il y a un accord miable, entre guillemets, qui a été trouvé. Mais Le Pain, il y a eu une vraie guerre commerciale et Lego a dégagé le pin parce qu'il y avait de la contrefaçon. Donc, de toute façon, voilà, il y avait une fraude. Mais ils ont été sans pitié, ouais. Parce qu'ils ont fait breveter leur... Alors, la brique, elle est brevetée, mais maintenant, elle est tombée dans le domaine public. C'est pour ça que Megablox existe. Par contre, il y a certaines licences, notamment les licences, en fait. Toutes les licences qui sont de chez Lego ne peuvent pas être copiées. Or, leur licence, c'est par exemple les Lego Star Wars? Ouais. Les Lego City, tout ça, tout ce que vous achetez en Lego, ça appartient à Lego, même si Star Wars appartient à Disney. Mais ils rachètent la licence, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Et du coup, tout ce qui sort en termes de modèles, en fait, ils brevettent les modèles à chaque fois. Donc tu peux pas les copier. Okay. Et gare à toi si tu les copies. Ils essayent vraiment d'avoir le contrôle. Ah ouais, bah oui, mais c'est une manière de faire, quoi. Ah oui, après, c'est peut-être aussi une des clés de leur succès aussi. Possible, ouais. Carrément. Sandor, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que t'as quel âge, Sandor? 23 ans. 23, donc t'es super jeune quand même, hein, ouais. on peut le dire. Et moi, quand j'ai vu un peu ton parcours, je me suis dit, putain, les mecs sont jeunes comme ça, ils sont déjà en train de faire des entreprises. Moi, ça me sidère parce qu'au même âge, j'étais pas du tout au même point. Mais ça, j'en parlerai dans une autre interview. C'est quoi qui t'a poussé justement à entreprendre à cet âge-là? Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas, en général, je ne vais pas faire des stéréotypes, mais ce n'est pas forcément les priorités de la majorité des jeunes. Donc c'est quoi qui t'a poussé à ça? Ce qui m'a poussé à ça, c'est ma troisième et dernière année d'études. Je suis parti étudier en Finlande, qui fait partie des pays nordiques qui sont pour moi bien plus avancés que nous en termes de réflexion sur l'entrepreneuriat, la manière de réussir. Et j'ai fait beaucoup de cours sur l'entrepreneuriat, monter une entreprise, les micro-sociétés, etc.
Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence qui s'appelle le Nordic Business Forum, conférence de fous furieux avec des gens, des entrepreneurs essentiellement finlandais, qui viennent expliquer comment ils ont fait et par où ils sont passés, etc. Et tu avais des mecs mais qui sortaient t'as l'impression qu'ils sortaient d'une autre planète. Les gars arrivent, ils se sont levés un matin, allez vas-y, je vais faire des cuisines modulables, ça part. Et le gars réussit. Et tu te dis, mais enfin, quoi? Pourquoi lui, lui le gars qui était, je sais plus, il était ouvrier à l'usine, enfin bon, c'est trop, en soi l'histoire est magnifique, mais tu te dis à quel moment le gars se lève comme ça du pied gauche et il se dit, ouais, vas-y, je fais des cuisines. Et des jeunes, c'est des jeunes. Et ça dépend. Il y avait un mec qui avait plus de 75 ans et qui a relancé une entreprise. Et puis tu avais une gamine de 15-16 ans qui faisait du prêt-à-porter. Et tous ces gens-là sont hyper cotés en Finlande et hyper connus et tu parles d'eux. Et puis bon, après, tu avais un mec qui est arrivé sur scène, c'était le guest, je ne savais pas. Et puis tu as Barack Obama qui se pointe sur le forum et qui explique comment lui, il est devenu président des États-Unis. Et à partir de là, tu te dis en fait, pourquoi aller bosser dans quelque chose qui ne te fait pas réellement envie quand tu as la possibilité de vivre de ce que tu aimes. Et moi, ma passion, c'était les Lego. Et bon, bah voilà, à partir de là, tu changes complètement l'idée que tu t'es fait de ton avenir. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais vraiment taffer sur... J'avais préparé ça. De toute façon, ça faisait un moment que je préparais ça, mais au cas où je puisse le lancer un jour. Et cette conférence-là m'a vraiment fait basculer dans cette idée de « Ok, maintenant je me lance ». Parce que j'ai envie de travailler pour ce que j'aime et parce qu'on n'a qu'une seule vie pour l'instant. Sauf démonstration du contraire, je vous attends dans les commentaires. Hein. Mais alors autant pas se faire chier à travailler pour quelqu'un ou quelque chose que tu n'aimes pas. Quoi. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a aidé directement d'ailleurs ou indirectement dans ton parcours d'entrepreneur? Alors je suis plus sur l'exactitude du titre, je passerai le mettre dans les commentaires si jamais je le refais. On mettra d'ailleurs les références liens de la chaîne de Sandor et de son site. Le livre s'appelle, c'est en anglais, hein, mais c'est grosso modo, est-ce que le leadership c'est inné ou ça s'acquiert? Et c'est un livre qui est vraiment, vraiment super intéressant à lire et qui explique quelle est, entre guillemets, la différence entre un leader né et un leader qui devient leader par la force des choses ou par son propre caractère, ou parce que il aime diriger. Parce que le gars fait vraiment la différence entre qu'est-ce qu'un bon leader et qu'est-ce qu'un mauvais leader, sans stigmatiser évidemment, parce qu'on a toujours envie de dire que le bon leader, voilà, c'est un peu le mec parfait qui dirige gentiment, que tout le monde écoute. Ça n'existe pas ce genre de personne. Faut briser la glace, mais forcément qu'il y a un moment, tu es obligé de parfois élever le ton. Taper du poing sur la table. Exactement, mais ça fait aussi partie de prendre ses responsabilités pour moi. Mais par contre, tu as des gens qui savent parler aux autres, qui savent prendre le temps d'écouter aussi. Et toutes ces qualités-là, elles sont écrites dans ce livre-là. Et il est très intéressant parce qu'il permet aussi de beaucoup remettre en question la manière dont tu vois le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et les leaders de grandes entreprises sont des gens qui ne voient jamais leurs salariés, qui voient peu même pas les sous-exécutants qu'ils ont juste en dessous, mais les N-2 par exemple, ils ne savent pas forcément qui ils sont. Donc c'est des gens qui ont perdu l'aspect humain de leur boulot et qui sont juste là pour signer les contrats et encaisser des chèques. Enfin, c'est réducteur ce que je raconte, mais c'est vraiment histoire de vous schématiser le truc. Et le gars déplore entre guillemets un peu ça, parce qu'un vrai leader, c'est d'abord quelqu'un qui est au proche de ses troupes. Un coach sportif est un vrai leader. À son sens et à mon sens aussi. Parce qu'il est auprès de ses humains, et parce qu'il les entend, et parce qu'il les écoute, et parce qu'il prend le temps aussi de réfléchir avec eux. C'est ça qui est important. Sandor, est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Est-ce que tu peux me faire confiance? Bien sûr. Écoute, je vais te demander de te tendre ta main. C'est un tour de magie. Alors, fais gaffe, j'ai côtoyé Eric-Antoine, donc tu t'attaques à du gros niveau. Hein. Est-ce que tu peux tendre ta main? Je vais te mettre quelque chose dans la main, à je ne regarde pas. Exactement. D'accord. Tu en avances. Alors, ferme ma main. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Oh! Regarde ce qu'il y a dans ta main. Un médaillon Doctor Strange. C'est ça. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Une pierre d'infinité, je suppose. Oui, la pierre du temps qui permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au toi enfant? Qu'est-ce que je dirais au moi enfant? C'est une bonne question. Je pense que je dirais au moi enfant
de ne jamais lâcher ce qu'il a envie de faire, de toujours croire dans ses rêves, de toujours croire dans ses objectifs, de persévérer à max, parce que tout finit par porter ses fruits, à un moment ou à un autre. Donc aucun effort qui est fait n'est vain. Je pense que c'est le truc que je lui dirais, et d'éviter de manger trop de bonbons aussi, accessoirement, et de peut-être plus aller à la natation, parce que ça m'a pêché un peu à un moment. Mais voilà, je lui dirais ça. Bah écoute, merci beaucoup Sandor en tous les cas d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. En plus, tu viens de Lyon, donc c'est pas à côté. Bah, je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Il est pour toi, tu dis ce que tu veux. Attention. Non, en mot de la fin, je dirais écoutez-vous. Voilà, c'est écoutez-vous dans le sens large du terme. Si vous avez envie de faire des trucs, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire des trucs aussi, hein, dites-le, faites-le. Mais partagez-le, partagez aussi ce que vous avez envie. C'est bien de communiquer, c'est chouette. C'est un bel usage du corps humain et du langage. Donc ouais, c'est ça. Écoutez-vous, communiquez sur ce que vous aimez pas, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Et faites-le pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de communiquer. Je trouve que c'est peut-être le plus important. Enfin, voilà, bon, après, je pourrais m'étaler sur toutes les valeurs du respect, mais ouais, voilà, je pense que je terminerai là-dessus. Eh bien, écoutez, c'est la fin de l'interview. En tous les cas, merci beaucoup Sandor. Et ce qu'on peut retenir, c'est que, bien évidemment, la créativité est moteur pour l'entrepreneur. Attends, j'ai un petit peu mieux si tu me permets. Juste, ne soyez pas l'énième copie d'une copie. C'est un coup à devenir un photocopieur. Si vous avez apprécié l'entretien que vous venez de regarder avec Sandor, je vous invite à regarder l'entretien que j'ai eu avec Cyril de Souza Cardozo, spécialiste et auteur dans le domaine de la créativité et de l'innovation. Il a écrit d'excellents livres sur le sujet et l'entretien est une véritable mine d'or pour tout entrepreneur qui se veut innovant et créatif. Le lien est juste là, vous avez juste à cliquer sur la vignette et on se retrouve tout de suite dans cette super interview.